Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Quel choix de chansons, quelle coïncidence. Nancy Ajram, Hebb el Hayat. Là, le titre de la chanson, c'est L'Umr, Hebb el Hayat, c'est Aime la vie. Magnifique, je suis touchée au point que je ne peux même pas parler. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Amel Sebti, la meilleure, j'aime bien le dire et le répéter, life coach, hypnothérapeute et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler de la psychologie positive et du bien-être. Comment la psychologie positive nous rend plus heureux? Qu'est-ce que les émotions positives ont de bon? De quoi est constitué le bonheur? Comment être plus heureux? Le bonheur, ça prend, je vous l'assure. Le bonheur, ça prend comme toute chose dans la vie. Bonjour, Madame Sebti. Bonjour, Manel. Ça va? Merci de me recevoir. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je vous adore, vous le savez, je vous l'ai répété minimum une vingtaine de fois. Je prends avec gratitude et comme une bénédiction. Merci beaucoup, Madame Sebti. Alors, comment ça se passe au Maroc? La vie est belle? Très, très bien, très, très bien. Tout va bien. Dans la mesure où on peut dire tout va bien dans cette conjoncture, évidemment. Mais et déjà, vous commencez par Alhamdulillah, gratitude, et vous allez aussi nous expliquer pendant cette émission comment apprendre la gratitude, parce que la gratitude change une vie. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Alors aujourd'hui, Madame Amel Sebti, on va parler de psychologie positive. C'est un terme qui peut sembler un peu, on va dire, compliqué pour nos auditeurs. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous donner une définition simple à la psychologie positive? Alors, dans psychologie positive, il y a psychologie et positive. La psychologie, tout le monde sait, c'est l'étude scientifique relativement, donc sciences humaines, donc c'est l'étude scientifique des états du psychisme, de la psyché humaine. C'est l'étude de la psyché. Maintenant, la psychologie positive, elle va du principe que, au lieu d'étudier comme la psychologie traditionnelle, au lieu de partir de la pathologie, de l'état psychopathologique, elle va du principe que, il n'y a pas seulement la pathologie ou le dysfonctionnement dans l'humain, mais aussi un état positif à identifier, donc toutes les ressources, les compétences et les talents, et aussi à cultiver, donc travailler la pensée positive. Travailler la pensée positive. Alors la question qui se pose directement, c'est la différence entre la pensée positive et la psychologie positive. Ce n'est pas la même chose. Oui, c'est une question intéressante. C'est pas la même chose et en même temps un petit peu. Alors, lié. Je dirais que la pensée positive est l'outil principal de la psychologie positive. La pensée positive est un état. La psychologie positive est une discipline. L'état que je choisis, je peux aller plus loin. Pourquoi la pensée positive est un outil? Parce qu'il va du principe que la pensée va déterminer tout notre état interne. C'est la pensée qui détermine l'émotion, qui elle-même nous renseigne sur notre environnement et détermine nos actions. Donc la pensée positive est le premier petit pas vers une vie positive et donc c'est l'outil principal de cette approche de psychologie positive. Nous sommes ce que nous pensons. C'est ce que vous êtes en train de dire, Madame Sebti. Clairement, et merci de le formuler aussi simplement. D'accord. Madame Amel Sebti, en préparant cette émission, j'ai lu quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Donc, on dit que la psychologie positive a un fondement scientifique, tandis que la pensée positive, non. Alors que moi, dans ma vie, Madame Sebti, j'ai essayé la pensée positive. Je sais que ça marche. Merci beaucoup. La psychologie positive est une science, c'est pas une discipline de bisounours. C'est une science comme toutes les sciences humaines qui s'intéresse à l'humain. C'est une branche qui est venue à partir, qui est née, qui est apparue. Elle a des recherches, elle a été appuyée et démontrée par des études scientifiques. Elle est confirmée par des neurobiologistes, par des neuroscientifiques. Il y a des études qui ont été faites à grande échelle.
Bref, elle permet de mesurer et certains états qui sont obtenus chimiquement, neurobiologiquement à partir de la pensée positive. La pensée positive, elle, c'est une pratique en fait. C'est une pratique. Et donc, si je devais chercher le fondement scientifique de la pensée positive, je le trouve dans la neuroscience. La neuroscience déterminer et montrer le trajet de la pensée, l'impact de la pensée, le lien entre la pensée et l'émotion, la chimie, comment je peux transformer la chimie de mon corps. Et nous savons aujourd'hui que nous ne sommes qu'un ensemble d'opérations chimiques qui se déroulent en permanence. Donc comment je peux transformer la chimie de mon organisme à travers ma pensée. D'accord, Madame Amel Sebti, pour ceux qui peuvent croire que la psychologie positive, c'est voir le bien partout, dans le malheur, dans la souffrance, dans tout ce qui nous arrive de mal dans la vie, est-ce que c'est ça? C'est intéressant. Alors, la pensée positive ou la psychologie positive d'ailleurs qui en découle, c'est pas dénier le mal ou la souffrance. Le mal et la souffrance appartiennent à la condition humaine. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser à, quand vous dites ça, à la définition de l'OMS de la santé. C'est quoi la santé pour l'OMS? L'OMS, elle ne vous dit pas que la santé, c'est seulement l'absence de maladie ou de souffrance. La santé, c'est l'état de bien-être physique, social, psychologique, etc. Donc, ça n'est pas dénier la souffrance, mais arriver, quel que soit l'état, à développer l'optimisme, à développer une pensée positive, dynamique, optimiste de la vie. D'accord. Est-ce que je peux déjà dire à nos auditeurs que pendant cette émission, on va apprendre l'épanouissement? Est-ce que c'est bien ça? C'est beau, j'aime beaucoup. Alors c'est évidemment le pilier de mon travail, hein, c'est le développement personnel et tout développement est un épanouissement. Hein. Une fleur qui grandit, elle s'épanouit. Un enfant qui grandit, la croissance devrait être épanouissement et épanouissement. Donc ça, c'est intéressant, je prends. Voilà, merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Sarah sur Instagram, je vais prendre votre question. Mais elle dit déjà, j'adore Amel Sebti. Merci beaucoup, Sarah. Alors, Madame Sebti, ici dans cette émission, c'est un terme qui revient souvent, émotion positive, mais quand j'ai envie de dire émotion négative, je suis assez freinée. Je me dis, est-ce que ça existe une émotion négative? Très, très bonne question. Merci de la poser. Les émotions négatives, ça n'existe pas. Toutes les émotions sont positives, Manel. Il y a des agréables et des émotions désagréables, clairement. Clairement, c'est agréable de ressentir la joie, le plaisir, la curiosité aussi parfois, et c'est désagréable de ressentir la peur, la colère. Mais ces émotions-là également sont positives. Les émotions sont nos messagers, ils sont les messagers de nos états internes, mais elles sont également les émotions, elles sont les messagers de nos besoins. Elles sont en train de nous dire quelque chose. Et si je suis capable d'entendre de quoi j'ai besoin, ça veut dire qu'elles sont en train de me donner l'information. C'est des visiteuses qui viennent me donner une information. Bouge, fais quelque chose pour aller répondre à ton besoin. Quand elles sont agréables, c'est que le besoin est comblé. Quand elles sont désagréables, le besoin n'est pas comblé. Mais ces visiteuses-là, c'est nos amies. Elles sont positives. Elles sont positives. Donc désormais, je n'utiliserai pas le terme émotion négative, mais plutôt désagréable. C'est plus correct. Alors Fatima sur Instagram, coucou Manel, super top tes intervenants. Je réécoute Aravel avec plaisir. Merci Fatima, c'est très gentil, ça me fait super plaisir et merci aussi pour Madame Sebti. Alors Madame Sebti, si je dis par exemple émotion positive, je parle de joie, de contentement, de gratitude. Qu'est-ce que ces émotions ont de bon pour nous? Alors déjà, cette fameuse chimie dont nous parlions, vous savez, si on devait se poser la question, c'est quoi un état de bonheur, un état de joie, un état de plaisir, un état de gratitude, etc. Si nous n'avions pas cette dimension de la conscience et que nous étions dans une approche scientifique matérialiste pure, eh ben c'est un cocktail chimique.
C'est un cocktail chimique dans lequel je vais avoir un ensemble d'hormones qui sont de neurotransmetteurs, qui sont des sensations de réussite, qui sont des sensations de plaisir, qui sont des sensations parfois d'attachement aussi, de lien à l'autre. Donc, ce que ça a de bon, c'est que ça nous fait sécréter toutes ces hormones-là qui sont les mêmes que celles qui interviennent dans la performance, celles qui interviennent dans la guérison aussi, dans la résilience, dans le bien-être. C'est des hormones qui sont contre la douleur, par exemple, qui nous permettent de nous mettre en lien. L'ocytocine que je sécrète quand je suis heureux, ou quand je suis bien, ou quand je suis dans le bien-être, c'est exactement la même hormone que celle que je sécrète quand je prends mon enfant dans mes bras. Ou l'amour qui est intéressant pour me mettre dans la disposition de me mettre en lien à l'autre. Donc, ce que ça nous apporte, c'est ça d'une part. D'autre part, c'est tout un... Vous savez, notre cerveau, il est programmé en même temps pour résister, mais en même temps pour s'habituer. Et plus je vais l'habituer au réflexe du bonheur, au réflexe de la joie, à ressentir des choses positives, plus il va apprendre à le faire, plus il va ancrer sa capacité à le faire, et plus dans mon ADN, il va m'écrire cette information intéressante qui est « je sais comment être heureux ». Voilà ce que ça a. Vous avez dit le cerveau résiste, mais il peut s'habituer. C'est magnifique. Donc, on est en train d'apprendre à, on va dire, habituer notre cerveau à avoir des émotions positives. Ça s'apprend. Est-ce que ça dépend aussi des circonstances, des choses qui se passent autour de moi, Madame Sebti, pour être un peu plus, on va dire, honnête? Est-ce que tous ces événements que je vis autour de moi doivent absolument avoir un impact sur mes émotions? Merci Manal. C'est très important de tenir compte de son environnement. Nous n'existons pas en dehors de l'environnement et nous devons prendre en compte l'environnement dans tout ce que nous sommes. Je ne sais pas si je peux m'égarer un peu, mais j'ai lu récemment une étude qui a été faite sur les... On peut s'égarer un petit peu. Mais bien sûr, avec plaisir. J'ai envie de partager avec vous, justement, vous dites, est-ce qu'on peut tenir compte ou pas de tout ce qui se passe dans l'environnement? L'environnement est déterminant. Nous ne savons nous construire que par et à travers l'environnement et en tenant compte de notre environnement. J'ai lu une étude il n'y a pas longtemps et elle m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, j'irai chercher plus loin. Et là, ça me permet de réfléchir à haute voix avec vous. Je suis tombée par hasard, c'était une étude sur les joueurs de hockey. Ils se sont rendus compte que les joueurs de hockey sur glace, là, les grands champions, les grands, les meilleurs, les plus forts, ceux qui performent le mieux, ceux qui réussissent, eh ben, on s'attend à ce que ce soit ceux qui sont les plus forts physiquement ou ceux qui se sont le plus entraînés, etc., etc. Et puis, il y a quelqu'un qui a fait une étude dernièrement. Il s'est rendu compte statistiquement que c'était ceux qui étaient nés en janvier. Alors après, il y a la réflexion qui vient. C'est très facile de partir et de pousser le raisonnement en se disant à quoi vous pensez quand je vous dis c'est ceux qui sont nés en janvier? À quoi vous pensez-vous? Mais moi, je pense à la neige. Je ne sais pas pourquoi, le froid. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est sympa. Alors, c'est parce que probablement ceux qui sont nés en janvier, quand ils rentrent à l'école, et c'est peut-être les plus grands de la classe. Quand ils rentrent même en toute petite classe, ils sont avec qui sont nés en août, en septembre, en octobre. Donc, ils ont 6 mois, 7 mois de plus que les autres enfants. Alors, imaginez qu'ils rentrent même déjà à 2 ans, 3 ans, quand ils rentrent en préscolaire, 4 ans, c'est déjà un enfant qui est un peu plus grand. Vous savez, dans le cerveau d'un enfant, la croissance, elle est exponentielle. Nous grandissons assez lentement en tant qu'adultes, mais chez un enfant de 3 ans, 4 ans, l'apprentissage en quelques jours, l'apprentissage, il est explosif. L'apprentissage du langage, de la cognition, l'apprentissage de l'appréhension, donc du côté mobilité, etc. Donc, imaginez que ces enfants-là, ils sont dans des classes où ils sont un petit peu plus aptes que d'autres. Bon, forcément, l'environnement va voir qu'ils ont un petit peu plus de capacité, même s'ils sont tous nés dans la même année. Plus de confiance en eux aussi, peut-être? Forcément, il va avoir un peu plus de confiance. Forcément, la maîtresse, comme elle va voir qu'il est un peu plus mature, disons 6 mois, c'est important, donc elle va lui confier plus de tâches. Forcément, le parent va voir que la maîtresse lui a confié plus de tâches, donc il est devenu plus responsable. Le parent va l'aider plus, le former plus, lui donner des coachs, l'encourager, blablabla. Et au final, il est le plus fort et il est le meilleur. On va dire que c'est une question de chance. Non, c'est parce que l'environnement l'a nourri, parce qu'au départ, il y avait quelque chose qui
lui a permis, dans son adaptation à son environnement, d'avoir un petit quelque chose de plus. Donc, on revient à ce que vous êtes en train de dire, et qui est intéressant, c'est que, est-ce que c'est possible de développer de la pensée positive malgré ce qui se passe dans notre environnement? J'ai envie de dire, oui, grâce à ce qui se passe dans notre environnement. Je prends ce qu'il y a dans notre environnement et je ne peux pas le changer. J'accepte que je ne peux pas le contrôler. Par contre, je peux choisir. Oh. Je peux prendre une... Vous savez, j'arrête? Non, je vous écoute. Je suis partie ailleurs, Madame Septi, je suis plus là. Tellement, c'est enrichissant ce que vous dites, Madame Septi, continuez. Merci beaucoup, Manel. Quand je dis je prends une décision, il y a quelqu'un qui est une figure intéressante dans l'existentialisme. Voilà. Nous, on connaît Sartre, mais il y a Kierkegaard qui était un personnage intéressant, qui est un Danois d'ailleurs, hein, oui. Entre parenthèses. C'était un Danois et le concept du bonheur est très présent chez les Danois. Au Danemark. Oui, au Danemark, exact. Bonheur, etc. Bref, Kierkegaard, il avait dit quelque chose en parlant de l'existentialisme. Il a dit que la vie, et le concept même d'ailleurs de l'existentialisme, c'est quoi? C'est que je ne suis pas quelqu'un qui naît et qui meurt. Je ne fais pas que vivre, je suis également quelqu'un qui existe. J'existe à chaque seconde. Ça veut dire qu'à chaque seconde, je peux prendre une décision. Waouh. J'aime cette... Magnifique, Madame Septi, je suis partie ailleurs. Sana, coucou Manel et Madame Amel Septi, on apprend beaucoup avec vous et surtout en pratique pour aller de l'avant, comme dit Manel. Merci beaucoup Sana sur Instagram. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Sarah, elle dit quelle culture. Moi aussi, Sarah, je suis toujours impressionnée quand j'écoute Madame Amel Septi, mais malheureusement, je suis obligée de prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois, s'il vous plaît, Madame Amel Septi, psychologue, life coach, hypnothérapeute et psychothérapeute. On parle de la psychologie positive et du bien-être. Elle nous a expliqué, Madame Amel Septi, juste avant la pause, ce que les émotions positives ont de bon. Est-ce que je peux dire, Madame Septi, que les émotions positives vont m'aider à être un peu plus accueillante dans la vie, plus flexible, plus réceptive, je vais attirer un peu plus de circonstances positives dans ma vie. Je peux résumer les choses comme ça? Clairement, absolument et complètement. Clairement, absolument et complètement. J'adore. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Madame Amel Septi, j'ai reçu un message sur Instagram de Sarah. Sa question est, est-ce qu'elle peut avoir, donc elle parle de son fils, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur son fils avec la pensée positive? Moi, la question ici que je me pose, est-ce qu'on peut, en utilisant la pensée positive ici, on parle, oui voilà, bien la pensée positive, avoir un impact sur quelqu'un, lui faire des choses ou changer son comportement, c'est possible? Oui, alors on n'a pas ni la responsabilité ni le pouvoir de changer les autres, on a le pouvoir d'influencer et d'impacter les autres. Son objectif est de changer et de transformer son enfant et la vie de son enfant, c'est du contrôle. Si son objectif est d'influencer son enfant vers une hygiène de vie positive, vers une hygiène mentale positive, oui, clairement. Alors, comment? Donc ici, ici, Madame Septi, ce qui vous dérange dans cette question, c'est le fait de vouloir avoir le contrôle sur quelqu'un, vouloir changer quelqu'un? Oui, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure, vous avez abordé l'idée de l'environnement. Toute l'énergie que je mets à essayer de contrôler mon environnement ou les autres, ou le devenir des autres, ou l'évolution, ou les pensées, ou ce qui se passe autour de moi et sur quoi je n'ai aucun contrôle. Toute cette énergie-là que je vais mettre sur ces choses-là, c'est une énergie de contrôle dont je me prive en fait. C'est plus rentable de mettre cette énergie-là sur moi, de travailler à être la personne que j'ai envie de voir en face. Et c'est ainsi que j'influence, que je modélise, que j'impacte. Donc elle peut avoir un impact, influencer son fils, mais elle ne peut pas le changer. Alors Madame Septi, ici on est dans le comment.
Est-ce que déjà on peut développer les traits positifs de notre tempérament et comment, s'il vous plaît? Oui, merci Manal. Clairement, une pensée est une pensée tant qu'il n'y a pas des vraies actions qui vont avec. Alors, une pensée, déjà, simplement choisir la pensée positive est une action, décider de la pensée positive. Et ça, c'est un entraînement, comme toute action, pour qu'une action devienne naturelle. Il faut s'y entraîner, hein. Il n'y a rien qu'on a appris à faire en une fois. Donc, c'est un entraînement, s'entraîner à choisir une lecture positive de son environnement. Ça commence, le plus petit pas qu'on peut faire vers la pensée positive, c'est déjà réapprendre à interpréter positivement les événements qui nous entourent. Je vous disais tout à l'heure, notre cerveau, il est programmé pour résister. Il y a un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman qui avait eu un prix Nobel sur ça, qui avait travaillé sur la pensée, les vitesses de pensée. Il avait dit que notre pensée, en fait, c'est un automatisme. On a tendance, notre cerveau va travailler avec des automatismes, va mettre un maximum d'automatismes. D'ailleurs, c'est intéressant quand vous lisez la mythologie, toutes les mythologies, la mythologie grecque et les autres mythologies, c'est le monsieur qui avait inventé la processcom qui a constaté qu'en fait il y avait des scénarios répétitifs et du coup on peut constater que dans nos vies nous mettons des scénarios répétitifs parce que nous entretenons rapidement toujours la même interprétation de notre environnement. Ça c'est les croyances, entre guillemets, oui. C'est les croyances. On construit un schéma de pensée, on le répète. Eh bien, comment c'est déjà identifier ce fameux scénario, ce fameux schéma de pensée de j'ai peur d'eux, et si ça arrivait, oui, mais tous ces schémas de pensée qui vont vers le pire et qui envisagent le pire, et les transformer par une pensée qui est qu'est-ce que je gagne, quelle est la meilleure chose, qu'est-ce que je perds aussi, hein, parfois on réalise pas, mais on croit qu'on a besoin de prendre la bonne décision, d'avoir la bonne lecture, de savoir tout avec précision. Non, il suffit d'avoir une pensée suffisamment intéressante. C'est pas forcément la vérité, c'est la vérité que je choisis. Bref, je me perds. Choisir ses pensées, c'est choisir d'interpréter positivement son environnement. Comment interpréter positivement son environnement? Disons qu'il y a la guerre autour de vous. Là, par exemple, il y a une pandémie autour de nous. Tout va mal. Les infos racontent des drames, etc. Choisir sa pensée, c'est sélectionner ce que je reçois comme information de mon environnement, sélectionner les personnes avec qui je discute et je débat et avec qui je parle, choisir aussi de revenir toujours à être quelqu'un de factuel et à revenir à mon état, à moi, pas ce qui va se passer demain ou dans le monde, mais à comment je suis moi, que je suis bien, que je suis en sécurité, que je suis en bonne santé. C'est à peu près ça, choisir sa pensée. Ensuite, agir, pratiquer la pensée positive, pratiquer la gratitude, pratiquer l'amour, pratiquer le pardon, pratiquer la bienveillance, pratiquer le sourire. C'est ça comment. C'est le comment. L'autosuggestion, souriez. Alors, Madame Septi, ici, il y a deux choses. Si j'ai bien compris, nous sommes déjà, ça se dit, ça se répète tout le temps, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Donc déjà, ça joue un rôle dans notre existence complètement, Madame Septi. Je peux dire les choses comme ça? Clairement, nous modélisons et nous sommes modélisés par les personnes que nous fréquentons. C'est les neurones miroirs. Nous vivons en miroir avec les personnes qui nous entourent. Et donc, même si vous savez, quand une personne communique avec vous, le verbal, c'est très peu. C'est tout le non-verbal qui est important. Et le non-verbal, il vient de l'état psychologique de cette personne. Et nous sommes impactés fortement par l'état psychologique des personnes que nous fréquentons. Donc oui, choisissez des personnes positives. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488. Question intéressante. Bonjour, merci pour cette émission. Elle est très intéressante, c'est moi qui vous remercie. Donc, elle dit, est-ce qu'il y a une prédisposition à avoir le positif dans toute épreuve? J'ai le sentiment que c'est dans les gènes aussi. Intéressant.
Ça pourrait, vu que, vous savez, il y a une science qui a révolutionné la médecine, qui est l'épigénétique, qui a montré qu'on peut transmettre des comportements, on peut transmettre des états d'esprit. Pendant 50 ans, pendant que les scientifiques étaient occupés à décoder le génome, ils s'intéressaient uniquement à la transmission des caractères physiques. Ces dernières années, avec l'épigénétique, épi, c'est autour de la génétique, on s'est rendu compte que nous transmettons également des comportements à travers nos gènes, nous modifions nos gènes par nos comportements, notre état psychique, notre état interne, on parlait de chimie tout à l'heure, et donc nous pouvons le transmettre. Donc effectivement, oui, il y a probablement une transmission génétique de l'optimisme. Il y a des familles de gens qui rigolent tout le temps, il y a des familles de gens qui sont moroses. Et donc il y a peut-être c'est intéressant, il y a peut-être une prédisposition génétique au bonheur, mais il y a le choix, il y a toujours ce libre arbitre, cette décision que nous pouvons prendre à tout moment d'être quelqu'un d'optimiste et de positif. Très intéressant. Aussi, vous avez parlé, Madame Sebti, d'un schéma de pensée qui se répète. Un schéma de pensée où je suis prisonnière, qui se répète. Et c'est ça qui fait que j'attire des circonstances. Madame Amal Sebti, quand est-ce que c'est une alerte rouge? Je dois me dire, attention, là, c'est mes pensées qui sont en train d'attirer des circonstances négatives dans ma vie. Oui. Alors, clairement, dès que je me rends compte qu'un schéma dans ma vie se répète, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se répète. Vous savez, nous sommes très peu conscients de nous-mêmes et très conscients notre attention, elle est portée sur les autres, elle n'est pas portée sur nous-mêmes. D'ailleurs, le premier point de l'intelligence émotionnelle, qui est aujourd'hui la Rolls-Royce des compétences, elle démarre par la conscience de soi-même. Dès que je vois qu'il y a quelque chose qui se répète à l'extérieur de moi, genre j'attire les mêmes personnes, je refais les mêmes erreurs, je provoque les mêmes réactions chez les autres, ou j'ai moi-même les mêmes réactions qui ne sont pas forcément acceptables par les autres, eh bien je dois me questionner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui se répète, quel est ce schéma qui se répète à l'intérieur de moi. Nous sommes, Manel, c'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est... Je vis quelque chose à un moment donné, je percute une situation. Cette situation, elle va me créer donc une approche cognitive, une compréhension de la situation d'un point de vue intellectuel pur, mais aussi une approche émotionnelle de cette situation. Je crée une copie à l'intérieur de moi qui me renseigne sur voilà ce que c'est ce truc et voilà ce que je ressens quand je le rencontre. Et je vais le répéter. Quand ça va se répéter, ça va devenir l'expérience et au bout d'un moment, elle va devenir inconsciente. C'est-à-dire que à chaque fois que je vais rencontrer quelque chose qui évoque cette expérience-là, eh ben, je ne vais pas avoir besoin de reconstruire, je vais simplement tirer ma vieille copie. L'idée, c'est de prendre conscience de cette copie-là, que je fasse attention à ne pas tirer justement une copie qui est issue d'une expérience ancienne, et que je vais utiliser pour interpréter mon présent. Et nous sommes très doués pour ça. Nous sommes très doués pour interpréter l'humain. Magnifique ce que vous dites. Pour donner des exemples concrets, faciles dans la vie de tous les jours, on va l'entendre, par exemple, certaines personnes, femmes ou hommes, ils vont vous dire je suis toujours avec un mari ou femme qui me trompe, je suis tout le temps trahie. C'est de ce schéma répétitif que vous parlez, Madame Amal Sebti. J'aurais une question, s'il vous plaît, par rapport au fait de traiter la souffrance. Est-ce que c'est forcément synonyme d'épanouissement? Mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Alors, les good vibes de cette chanson de Khaled, on va s'aimer, on va danser. Magnifique. Et puis, j'ai la chance, l'énorme chance de voir le sourire de Madame Amal Sebti. Je vous l'ai dit, je vous le répète, vous êtes magnifique, Madame Amal Sebti. Très, très belle. Là, je vois qu'il y a une petite coupure d'internet. J'espère que ça va se rétablir bientôt. Alors aujourd'hui, je reçois Madame Amal Sebti, life coach, hypnothérapeute et psychothérapeute. On est en train de parler de la psychologie positive. Comment la psychologie positive peut nous rendre plus heureux. Aussi, elle nous explique comment les émotions positives peuvent nous influencer les circonstances qu'on attire dans notre vie.
Je vous rappelle que vous pouvez toujours envoyer vos questions, vos réactions par SMS. Manel? Oui. Je vous écoute, Madame Sebti. Il y a une coupure, mais j'ai bien meublé le direct. Donc, il n'y a aucun souci pour les auditeurs. Il y avait une Oui, c'est normal, ça peut arriver, les coupures à cause d'Internet. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en 0488 106 800, 0488 106 800. J'ai un énorme plaisir à vous écouter, Madame Sebti. Vous maîtrisez le sujet, mais d'une façon impressionnante. Je suis obligée de dire, machallah. Alors, Madame Amel Sebti, traitez la souffrance, parce que des fois, on est mal, on n'est pas bien, et on pense qu'en traitant la souffrance, on va forcément être épanoui. Est-ce que c'est vrai? C'est intéressant. Et c'est intéressant. Alors, le concept de la souffrance, c'est un concept complexe. Déjà, la souffrance, c'est un concept qui est multidimensionnel. Hein. Il y a la souffrance physique, il y a la souffrance psychologique, il y a la souffrance sociale, parce qu'il y a une détresse sociale aussi, etc. Et donc, la souffrance, c'est complexe. D'ailleurs, vous savez que moi, de formation, donc c'était la médecine, ma formation de base. Et à l'époque, on commençait à peine à s'intéresser à la douleur. Aujourd'hui, la douleur est très, très présente dans le champ de la médecine. Il y a des spécialités, il y a des algologues, c'est-à-dire des personnes qui se spécialisent dans l'approche de la douleur. Mais avant, la douleur était un peu snobée par la médecine parce que justement, c'est une dimension subjective. La douleur, la souffrance, c'est quelque chose qui ne peut pas être quantifiable parce qu'elle est totalement liée à la perception que la personne a d'elle-même et de ses attentes et de ses besoins. Donc la souffrance, c'est la chose la plus subjective qui soit. La dimension objective de la souffrance, on peut mesurer ce qui est objectif, mais la perception de la souffrance est quelque chose de personnel. Donc, voilà. Donc, effectivement, là où il y a la souffrance, c'est difficile de faire cohabiter la souffrance et le plaisir. En tout cas, il faut un travail sur soi, une grande maturité émotionnelle pour arriver à faire cohabiter le bonheur avec la souffrance. Maintenant, la souffrance, il y a le rôle de la souffrance, l'utilité de la souffrance. Vous savez, oui, un philosophe, la plupart des philosophes, d'ailleurs, de nombreux philosophes se sont penchés sur le rôle et l'utilité de la souffrance. La souffrance serait quelque chose qui nous permet d'aller justement de nous maintenir dans un état de désir permanent de vie, dans un état de désir de transgresser la souffrance. Alors, nous puisons notre pulsion de vie dans le fait de pouvoir lutter contre la souffrance. Maintenant, il y a une autre approche qui est intéressante, qui est un peu plus psychanalytique, c'est que la souffrance, le rôle de la souffrance, c'est de ramener du lien, de ramener le soin, de ramener la consolation, de ramener la connexion à l'autre. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est assez complexe de parler de ce sujet-là, de la souffrance. Maintenant, dans notre sujet, il y a beaucoup de gens qui pensent que si je souffre plus, je vais être heureux. C'est une croyance un peu utopique. C'est une croyance un peu utopique parce qu'elle va du principe que je dois supprimer quelque chose pour pouvoir construire quelque chose. Je dois être capable de construire dans l'absolu et dans toute situation. Et nous avons tous autour de nous des personnes réelles ou célèbres que nous ne connaissons pas, mais qui existent, de personnes qui ont transcendé leur souffrance ou alors qui ont converti leur souffrance en levier et qui sont arrivés à construire à partir de cette souffrance-là. Le bonheur, cette psychologie positive, une des dimensions de cette psychologie positive dont nous parlons aujourd'hui, qui est un thème absolument fabuleux, une des dimensions de cette psychologie positive, c'est quand même la résilience, le pouvoir de résilience, développer son propre indice de résilience, qui est la réaction face à la souffrance. Comment nous réagissons, notre capacité à réagir face à la souffrance. Donc, tout faire pour sortir de la souffrance, oui, mais croire que ça suffit à être heureux, non. Non.
être capable, comme vous l'avez dit, à construire dans toutes circonstances. Magnifique, Madame Amel Sebti. Alors, Madame Sebti, ici, j'ai reçu un message de Mimi. Donc, Mimi, elle a vu une story que j'ai mise sur Instagram où j'ai dit, moi, j'invite que la crème de la crème, et elle m'a dit, je confirme. Alors, effectivement, Madame Amel Sebti, c'est la meilleure, je le répète. Madame Amel Sebti, Mimi, elle fait partie de ces auditeurs qui achètent aussi les livres dont je parle dans mon émission. Si je vous demande un petit conseil à mes auditeurs, un livre à absolument acheter ou lire qui peut vraiment changer quelque chose dans notre vie. Waouh! Vous dites ça à quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour les livres, qui est absolument compulsif. Les gens qui me connaissent ou qui viennent au cabinet ou qui me connaissent dans la vie le savent. Alors moi, je vais vous dire, je ne vais pas vous donner un conseil de livre, je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire ce que je pense des livres. Chaque livre que vous achetez, c'est le travail d'une vie, c'est une personne, l'énergie d'une personne, tout le travail, toute l'attention, tout l'amour que cette personne a mis dans ce livre, vous l'achetez et il est à votre disposition. Chaque livre que vous achetez est un enseignant à domicile, un prof que vous vous offrez, que vous payez, que vous mettez à domicile. Il y a évidemment énormément de livres sur tout ce qui est positif, la manière de voir les choses positives. Tout à l'heure, on a parlé des Danois. Aujourd'hui, il y a de nombreux auteurs qui sont en train d'écrire quelque chose sur cette méthode qui est la méthode HIJ, H-Y-2-G-E. Vous avez des méthodes, le Ho'oponopono, qui est une méthode qui parle de comment cultiver le pardon, l'amour, la parole positive aux autres, le sentiment de la gratitude, merci, etc. Mais j'ai pas envie de vous enfermer dans un livre. J'ai envie de vous dire, fermez les yeux, rentrez dans une librairie, fermez les yeux, tendez la main et prenez. Quand vous prenez ça, vous avez un accès au savoir qui est illimité, parce que si vous avez retenu un mot, une ligne, une expression, un symbole de ce livre-là, c'est ce qui vous donnera l'envie d'en avoir un. Madame Amel Sebti, une question. Ça vous arrive de lire le même livre 2 fois? Pardon? Oui, absolument. Moi aussi, c'est pour ça que je me posais cette question. Je me disais, est-ce que je suis la seule? Alors, Madame Amel Sebti, on arrive déjà à la fin de cette émission. J'espère du fond du cœur que vous aurez une disponibilité pour moi la semaine prochaine pour continuer ce sujet. On n'est qu'à la moitié. Et je peux déjà vous dire que je suis chargée de good vibes et d'énergie positive. Nos auditeurs aussi, j'ai eu un énorme plaisir à vous écouter. Je ne peux pas vous décrire la sensation que j'ai là. C'est comme si j'ai envie de faire pas mal de choses dans ma vie, avancer, atteindre mes rêves, attirer les bonnes choses. Et je vous en remercie vraiment. Merci du fond du cœur, Madame Amel Sebti. C'est moi qui vous remercie, Manel. Vous êtes magnifique. Vous incarnez totalement ce concept-là que par l'optimisme, nous pouvons irradier comme un soleil sur les autres. L'optimisme est quelque chose pour nous et autour de nous et vous l'incarnez totalement. Et là, j'ai les larmes aux yeux et je peux pas... Vous m'avez fort touchée, Madame Sebti. Alors, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquenter les gens heureux sont des larmes de joie. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.